Alors qu'est-ce qui fait un bon leader aujourd'hui au XXIe siècle? Une chose est sûre, ce n'est plus juste une question de titre sur une carte de visite. On va décortiquer ensemble les grands principes du leadership moderne en s'appuyant sur les recherches de la Northwestern University. Voilà, cette citation met le doigt sur un point essentiel. Le vrai leadership, ce n'est pas une autorité qu'on impose, c'est une influence qu'on gagne. C'est la capacité à donner envie aux autres d'agir. C'est quelque chose qui se mérite. Mais alors, si ce leadership se gagne, d'où est-ce qu'il vient? Eh bien, tout part de là, en fait. Du mental, de l'état d'esprit. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Et ça nous amène directement à la grande question, le débat de toujours. Est-ce que les leaders sont nés avec un don ou est-ce qu'ils le deviennent? La réponse, on va le voir, change complètement la façon dont on peut aborder son propre développement. En gros, il y a deux grandes visions qui s'affrontent. D'un côté, la théorie de l'entité, qui dit, pour faire simple, soit on l'a pas. Et de l'autre, la théorie incrémentale, qui est beaucoup plus optimiste. Elle dit que le leadership, c'est comme un muscle, ça se travaille, ça se développe. Et ces deux théories, elles correspondent parfaitement à deux états d'esprit. D'un côté, l'état d'esprit fixe, celui qui pense que tout est joué d'avance. De l'autre, l'état d'esprit de croissance, qui voit chaque difficulté, non pas comme un mur, mais comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Et pour illustrer ça, il n'y a pas meilleur exemple que l'histoire de la danseuse étoile Misty Copeland. Elle partait de très loin, avec tous les obstacles possibles sur son chemin. Mais elle a incarné cet état d'esprit de croissance pour prouver que le talent, ça se cultive avec une volonté de faire. Ok, donc avoir le bon état d'esprit, c'est le moteur. Mais après, concrètement, on met quoi dans sa boîte à outils de leader? On va se concentrer sur 3 intelligences clés, 3 outils indispensables pour le leader d'aujourd'hui. On parle ici des intelligences émotionnelles, organisationnelles et culturelles. Il faut les voir comme un trio inséparable, une sorte de boussole pour naviguer dans la complexité du monde du travail actuel. La première, l'intelligence émotionnelle, c'est la base. Tout commence par la conscience de soi. C'est seulement en se comprenant bien soi-même qu'on peut commencer à comprendre les autres et à construire des relations saines et efficaces. Et l'un des plus grands défis de la gestion de soi, c'est d'éviter ce qu'on appelle le détournement de l'amygdale. C'est ce moment critique où le cerveau émotionnel prend le dessus, où l'émotion explose et court-circuite toute logique. Pour un leader, c'est la zone rouge absolue. On enchaîne avec l'intelligence organisationnelle. Et là, attention, il faut tout de suite oublier l'organigramme officiel accroché au mur. Le vrai pouvoir, la vraie dynamique d'une entreprise, ça se passe dans les réseaux informels, dans ces connexions invisibles où le travail se fait vraiment. Et dans ces réseaux, il y a une différence capitale. D'un côté, on a le réseau en clique, un petit groupe fermé où tout le monde se ressemble et pense pareil. Et de l'autre, on a le réseau transfrontalier. Celui-là est bien plus puissant, parce qu'il crée des ponts entre des mondes différents. Ces espaces entre les groupes, les sociologues appellent ça des trous structurels. Et les leaders qui savent les repérer et créer des ponts pour les combler, eh bien, ils apportent une valeur absolument immense à leur organisation. Enfin, troisième outil, l'intelligence culturelle. Ça, c'est l'art de décrypter le système d'exploitation des autres. Savoir si on a affaire à une culture de la face, de la dignité ou de l'honneur, ça change radicalement la façon de communiquer et de gérer les relations. L'image de l'iceberg culturel est parfaite pour comprendre ça. Ce qu'on voit en surface, les comportements, c'est à peine 10% de la réalité. Les vrais moteurs, les valeurs, les croyances, tout ça, c'est sous l'eau, dans la partie invisible. Bon, on a le bon état d'esprit, on a les bons outils, c'est super. Mais le test ultime d'un leader, ça reste toujours le même. Comment on fait pour vraiment motiver une équipe, pour embarquer les gens? De façon classique, on distingue 2 grands moteurs. D'abord, la motivation intrinsèque, c'est la flamme intérieure, le plaisir de faire quelque chose. Et puis, la motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur, comme une prime ou une promotion. Mais c'est là qu'on tombe sur un paradoxe fascinant, un vrai biais de perception. Les études montrent qu'on a tous tendance à penser « moi, je carbure à la passion et au sens », mais les autres, eux, ils ne pensent qu'à l'argent et au statut. Et la leçon est super importante. Trop miser sur les récompenses externes, ça peut être contre-productif. Ça peut même tuer dans l'œuf la motivation naturelle, cette flamme intérieure qui est pourtant la plus puissante sur le long terme. Alors, avec tout ça en tête, par où on commence son propre parcours de leader? Eh bien, la dernière pièce du puzzle nous ramène à quelque chose d'assez personnel et finalement de fondamental. Les recherches sur le bonheur sont très éclairantes là-dessus. D'accord, 50% de notre niveau de bonheur est génétique. Seulement 10% dépend des circonstances extérieures, mais ça laisse une part énorme de 40% qui dépend directement de nos actions. Ces 40%, c'est notre marge de manœuvre, c'est notre terrain de jeu, c'est le résultat direct de nos choix, de nos habitudes, des activités qu'on décide de cultiver. C'est là que se trouve la vraie clé d'une croissance authentique et durable. En fin de compte, le leadership, ce n'est pas un statut qu'on atteint, c'est un chemin.
c'est un processus continu d'apprentissage et d'action intentionnelle. Ce qui nous laisse avec cette question. Une question à méditer pour la suite.